On peut peut-être prendre... Vous acceptez une question? Oui, bien sûr, ou deux? bien sûr. Non, on a même 15 minutes pour les questions, si j'en crois le programme. Je prends la première parce que ça sera plus facile pour la seconde. Juste une question. Nous, on parle beaucoup d'innovation en matière d'éthique. Donc on reconnaît que la plupart des concepts d'éthique qui renvoient à des valeurs morales souvent un peu transcendantes ont une pertinence comme ça, comme couleur générale, mais qu'il faut être inventif. Alors quel type d'instance, quel type de médiation, bref, quel type de mise en place de cette réflexion éthique pourrait y satisfaire? Parce qu'on voit la limite des comités d'éthique, qui sont souvent des rencontres de gens qui ont déjà une grande expertise, et on voit que l'enjeu fondamental, et tu l'as évoqué, c'est comment sensibiliser la société dans sa composante, diversifiée, et finalement mobiliser les gens, les responsabiliser par rapport à des débats qu'ils voient quelquefois de l'extérieur ou d'une manière un peu caricaturée, d'autant plus que les intervenants en matière d'intelligence artificielle ont aussi une propension un peu caricaturée à schématiser les choses. Voilà. Quel type d'inventivité au niveau du débat public et finalement de la proposition d'un certain nombre de repères? Alors, il y a un nombre d'outils importants qui nous permettent de poser ces questions. Mais moi, je me souviens d'une question que Virginia Woolf avait posée. Et elle avait en gros posé la question de comment améliorer le sort des femmes au Royaume-Uni au début du XXe siècle. Et alors, on aurait pu croire que sa réponse, c'était de créer une nouvelle loi, de destituer le roi, de lui couper la tête ou quelque chose comme ça. Et en fait, non. Sa réponse, c'est il faut que les femmes il faut qu'elles aient une chambre à soi. Et donc on s'aperçoit que la solution qui est proposée par Virginia Woolf est une solution extrêmement locale. C'est dans chaque maison que c'est chaque femme qui doit se saisir de cette question, d'avoir un espace dans lequel elle puisse, d'après Virginia Woolf, écrire. Le parangon de l'autonomie dans la pensée de Virginia Woolf, mais disons qu'elles aient une certaine autonomie au sein de la maison en ayant une chambre à soi. Alors, je crois beaucoup à ce type de solution. C'est-à-dire, je crois que les solutions aux problèmes que nous nous posons ne passent pas par le fait que le gouvernement, le Parlement, le Sénat se saisissent de la question et votent une loi. Ce n'est pas inutile qu'ils le fassent. Mais si nous voulons qu'ils le fassent, et si nous voulons qu'ils le fassent dans la bonne direction, il est important d'abord que nous trouvions des solutions individuelles. C'est-à-dire, il est important que nous permettions à chacune et chacun de se saisir de ces questions et d'avoir déjà une idée là-dessus. Et c'est seulement à cette condition, c'est-à-dire si l'ensemble des citoyens, l'ensemble des personnes qui constituent une communauté nationale, internationale, la communauté internationale est très importante, comme Claude l'a dit, que si chacun individuellement apporte des réponses à ces questions, qu'à ce moment-là, les lois, les règlements deviendront évidents. Et que si on prend les choses à l'envers, c'est-à-dire si on attend que les députés se saisissent eux-mêmes de cette question pour ensuite avoir des lois qui... Les lois ne seront pas bonnes. Donc je crois qu'il est vraiment important que la discussion parte de chacun de nous. Alexa Greenbaum, oui, CEA Saclay. Je suis assez content parce qu'à un moment, je me suis dit, mais il est en train de citer mon livre. Donc, effectivement, la machine, sans remords, sans conscience, elle ne peut pas être jugée en correctionnel. Ça n'a pas de sens. Faire de la machine une cible pénitentiaire, ça n'a pas de sens. Là, on est complètement d'accord. Mais de là, dire que la responsabilité, la notion de responsabilité n'a plus de sens, c'est là où je pense que tu as tort. Parce que la notion de responsabilité, ça sert à permettre à un groupe d'êtres humains de ne pas déchaîner dans la spirale de la violence. Enfin, du moment où il y a un conflit, s'il n'y a pas de mécanisme qui répare le conflit, donc par exemple indemniser les personnes, d'accord, c'est un des mécanismes qui permet de réparer le conflit. Le conflit déchaîne dans la spirale de la violence, tous contre tous, etc. Donc la notion de responsabilité, ça fait partie intégrante de ces mécanismes qui permettent de restaurer la paix. Or, bien sûr, l'algorithme ne fait pas partie des personnes humaines, de ce groupe des personnes humaines, mais l'algorithme est un agent qui agit dans le monde numérique aussi. La voiture autonome, elle conduit des hommes, elle peut provoquer des conflits, etc. Et donc, spontanément, nous projetons, enfin, on fait comme si c'était aussi un agent, ça faisait partie de ce groupe de ceux qui doivent trouver un moyen de restaurer la paix. Sauf que l'algorithme, absolument pas. Il ne connaît même pas le tort qu'il fait aux personnes.
Et donc, tout le problème, c'est que cette projection, pour nous, elle est immédiate et spontanée. Sauf que les mécanismes que nous avons développés ne marchent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas restaurer la paix. Ça veut dire qu'il faut restaurer la paix dans le groupe des êtres humains et évacuer l'algorithme de ce groupe-là, malgré la projection spontanée. Et en quelque sorte, tout l'objet de mon livre « Les robots et le mal », justement, c'est comment faire pour évacuer, pour soustraire l'algorithme à cette projection de l'argentivité morale. Donc là, je pense que nos prémices sont exactement les mêmes, mais ma conclusion serait différente de la tienne. Bon, alors, j'aime bien le débat, et puis dans ces discussions, je les trouve toujours trop consensuelles. C'est-à-dire on est toujours tous trop d'accord, c'est suspect. Donc c'est pour ça que j'essayais de créer un peu de dissensus. Et j'aimerais vous proposer une image. Vous avez une usine, et pensez à une usine à l'époque de la révolution industrielle. Vous avez des milliers d'ouvriers là, qui, comme Charlot, chacun doivent visser un boulon. Dans cette usine, il est extrêmement important qu'il y ait un règlement intérieur, il est extrêmement important qu'il y ait des petits chefs, des sous-chefs, des surchefs, et que chacun soit responsable d'un truc, et que quand un boulon est mal vissé, on sache tracer la responsabilité. Maintenant, imaginez la même usine telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire une usine qui est absolument vide d'êtres humains. C'est-à-dire il n'y a que des machines, que des algorithmes qui fabriquent des objets industriels du début jusqu'à la fin. Et quand vous visitez une usine aujourd'hui, c'est vraiment l'impression que vous avez. C'est-à-dire vous avez une usine avec des machines les unes après les autres, et vous avez un objet ou un cube de métal qui entre au début, vous avez une voiture qui sort à la fin, et personne quasiment n'a touché à ça, elle a été peinte par des robots, elle a été façonnée, fraisée par des robots. Bon. À ce moment-là, la notion de règlement intérieur, la délégation de responsabilité, etc., tout ça n'a plus aucune importance. Maintenant, ce dont je vous parlais, ce n'était pas vraiment d'une usine, c'était juste une métaphore du monde dans lequel nous vivons. Nous vivions dans un monde où les interactions sociales nous demandaient de définir une notion de responsabilité, et nous vivons aujourd'hui dans un monde où essentiellement tout un tas d'interactions humaines ont été remplacées par des interactions algorithmiques, et sur ces interactions algorithmiques-là, la notion de responsabilité me semble beaucoup moins pertinente, et en revanche, la question de qui va réparer le bug quand ça ne marche pas, qui va optimiser les algorithmes, etc., me semble devenue extrêmement importante, alors qu'elle était beaucoup moins dans le cadre des usines ou de la société à l'époque de la révolution industrielle. Alors, bien entendu, il s'avère que dans l'usine qu'est le monde, il reste un tout petit peu quelques êtres humains. Il en reste 7 milliards, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même quelques-uns. Et donc, c'est assez important que dans la société humaine, on garde bien sûr la notion de responsabilité. Mais que les accidents industriels, par exemple, ne soient plus traités sous l'angle de qui est responsable, mais de savoir qui va corriger. Et ça, c'est un changement, me semble-t-il, dans la manière d'appréhender ces questions, qu'il est important que nous partagions tous ensemble. Claire Jolibois, Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. J'émets aussi quelques réserves par rapport à la notion de responsabilité. Je pense qu'elle a été construite de longue date et la balayer d'un revers de la main, c'est peut-être un petit peu rapide. Donc il y aura sûrement une grosse discussion à mener avant de s'en débarrasser. Par ailleurs, sur le cas donc vous nous parlez de l'algorithme buggé, etc. Bon, on a une législation, par exemple, du produit défectueux, qui est quelque part un cas concret de responsabilité. Hein. Ça rentre dans la théorie générale de la responsabilité. En cas de produit défectueux, vous avez la législation a précisé qui était responsable entre le vendeur, le fabricant du produit défectueux. L'algorithme ne vient pas non plus comme ça, c'est pas la génération spontanée. Quelle différence vous faites avec, par exemple, un produit défectueux et votre algorithme buggé, pour reprendre vos termes, parce que je ne suis pas du domaine, alors merci. Oui, alors, mon but était d'attirer votre attention sur le fait qu'il fallait repenser la notion de responsabilité. Donc, pour vraiment vous motiver dans cette réflexion, je vous ai proposé d'en faire table rase et puis de la reconstruire à partir de zéro. Bien entendu, on peut s'inspirer de ce qui a été fait par le passé. Mais si vous voulez, il y a un point dans votre raisonnement par rapport auquel je m'inscrirai un peu en faux,
qui est de dire, finalement, la question des produits défectueux a déjà été résolue. Donc, il suffit de l'appliquer aux objets informatiques défectueux, et voilà, et il n'y a aucun problème. Tous les problèmes ont déjà été résolus par le passé. Alors, je pense qu'un algorithme buggé est fondamentalement différent d'un produit défectueux. Pourquoi ? Puisque vous pouvez avoir une chaîne de montage qui monte des voitures, et la première n'est pas défectueuse, la deuxième n'est pas défectueuse, la troisième est défectueuse, et la quatrième n'est pas défectueuse. Et donc ça, on est dans une situation qui est un petit peu celle qui est assez proche en fait des êtres humains qui conduisent en état d'ivresse, c'est-à-dire, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelques produits défectueux. Et le fait qu'un produit soit défectueux semble relativement décorrélé du fait que le produit suivant, qui va sortir de la même chaîne de montage, soit défectueux ou non. Voilà, il y a une erreur qui a été commise, une erreur humaine qui a été commise, il n'est pas nécessaire qu'elle soit commise à nouveau, où il y avait, je ne sais pas, une matière première qui était défectueuse, et ça a amené un produit défectueux, mais le reste de la matière première n'est pas défectueux, et du coup, ça va fonctionner. Ce n'est pas du tout comme ça que fonctionnent les algorithmes. À savoir, si vous avez un algorithme qui est défectueux, qui est un bug, à ce moment-là, vous allez immédiatement le dupliquer en 1 million de copies. Donc vous voyez, c'est le même algorithme qui tourne dans tous les objets du même type. Donc par exemple, si vous avez un téléphone et qu'il y a un bug dans l'algorithme, dans un des algorithmes implémentés dans le téléphone, eh bien tous les téléphones de la même marque, du même modèle, vont avoir la même erreur. Déjà, c'est tout à fait différent. Et la deuxième, c'est que si vous le corrigez pour tout le monde. Oui. Donc il y a une différence et il n'est pas nécessaire on peut imaginer un monde dans lequel il n'y aurait plus de bugs. Oui. Vous prenez un premier bug, vous le corrigez, il y a un deuxième bug, vous le corrigez, il y a un troisième bug, vous le corrigez, il n'y a plus de bug. Alors que ça ne se produit jamais dans le cas des produits défectueux. Vous aurez toujours, dans une chaîne de montage, 1%, 1 dixième de % 10 puissance moins 6, objets qui seront défectueux. Donc on est vraiment dans des modes de pensée qui sont différents. Et ça ne veut pas dire que tout ce qui avait été pensé pour le droit des produits défectueux, etc., est à jeter à la poubelle. Mais vous voyez, par exemple, il y a une idée qui est celle de la responsabilité du fabricant. On se dit, s'il y a un produit défectueux, c'est le fabricant qui est responsable. S'il y a un programme qui est buggé, c'est le programmeur qui est responsable. Voilà. Ça pose tout un tas de problèmes. Par exemple, on ne développe jamais un programme seul. Donc il y a une équipe de programmeurs. Et dans l'équipe de programmeurs, on ne sait pas trouver un responsable. Bon. Ensuite, cette équipe de programmeurs utilise des objets, des outils, des librairies qui ont été développées ailleurs. Qu'est-ce qui se passe s'il y avait un bug dans la librairie ? Est-ce que l'auteur de la librairie doit être incriminé ou est-ce que c'était à l'informaticien de ne pas utiliser une librairie défectueuse et de se renseigner pour trouver une librairie pas défectueuse ? Ensuite, supposez qu'il y a 1 million de morts parce que le bug a été dupliqué à 1 million de copies et le téléphone a explosé dans l'oreille d'1 million de personnes qui ont eu la tête arrachée. C'est compliqué de dire à une seule personne, vous portez la responsabilité. Il y a une concentration de responsabilité ici du fait de la duplicabilité du code qui est tout à fait différente de celle des produits de la révolution industrielle. Voilà, donc je ne vous dis pas que tout est acheté dans ce qui était du passé, bien entendu. Si on entre plus dans la complexité des problèmes, on va s'apercevoir que mutatis mutandis, il y a pas mal de choses à garder. Mais cependant, il faut se préparer à l'idée que la situation dans laquelle on vit aujourd'hui est radicalement différente de celle qu'on a connue par le passé. Exactement comme si vous pensez le droit et l'éthique avant la révolution industrielle et après la révolution industrielle, ça n'a rien à voir. Par exemple, la Convention de Varsovie, qui explique qui est responsable de vos pertes de bagages quand vous prenez l'avion, n'existait pas quand il n'y avait pas d'avion. Le code de la route n'existait pas quand il n'y avait pas de voiture. Vous voyez ? Donc la révolution industrielle, avec ses avions et ses voitures, nous a amené des normes éthiques, des normes juridiques complètement différentes de celles qu'il y avait auparavant. Et avec la révolution informatique, c'est la même chose. C'est-à-dire on a besoin de nouvelles normes, on a besoin de nouvelles valeurs, on a besoin de nouvelles manières de penser les problèmes. D'accord. Là, vraiment, on entre dans des questions difficiles, on va dire. Je vais me permettre juste de dire que je vais faire une remarque. Je vais me permettre de prendre la parole en tant que participante. Et de ce que j'ai compris, alors peut-être qu'il y aura encore matière à discuter, vous introduisez pour moi l'idée que la responsabilité, la notion de responsabilité est à revisiter par rapport justement à ces algorithmes, puisque l'être humain, lui, il est sujet à sanctions. On a peur des sanctions, et l'algorithme est complètement,
notamment à cause de ça, est complètement indifférent à cette notion de sanction. Donc il y a l'idée de revisiter la responsabilité. Vous venez de donner des éléments par rapport à une co-responsabilité, puis une responsabilité difficile à identifier. Mais surtout, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est l'idée de cette prise de conscience qui est nouvelle au niveau des informaticiens, mais pas que. Et c'est peut-être justement là qu'on est dans un espace de recherche, de créativité. On est encore dans les questions. Et la première étape, c'est de se poser les bonnes questions. Je trouve que c'est ce qu'on fait ici. Voilà.